Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure, ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limites. C'est une invitation d'Yvan Deslauriers et de Francine Forget. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Ducharme. Isabelle, c'est une femme qui concentre toutes ses énergies à améliorer le monde autour d'elle. Toutes ces énergies, elle les concentre autant avant et après un accident qu'elle a eu à 22 ans, qui l'a rendue tétraplégique. Elle mord dans la vie, dans tous les sens du terme. Elle aime bien manger et la chanceuse, elle a un frère qui est chef cuisinier. Alors donc, c'est une épicurienne. Et aussi, elle adore les voyages et elle s'engage à améliorer l'accès au tourisme des personnes qui ont une capacité physique restreinte. Isabelle, elle voit le verre à moitié plein et elle cherche à le remplir. C'était un peu comme un défi à tous les pessimistes qui le voient à moitié vide. Bonjour Isabelle Ducharme. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Très bien. Ce midi, en fait, je devrais dire. On est aujourd'hui au mois de janvier 2024. Je le précise d'emblée parce qu'on va faire beaucoup de va-et-vient et qu'on ne sait pas à quel moment exactement ça sera diffusé, cette heure. Alors, au moins, on aura ce point de repère en début d'entrevue. Bonne idée. Aujourd'hui, on va passer, Yvan et moi, avec vous, quelques 50 minutes à parler de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et évidemment, ça part de quelque part. Alors, on va commencer par le début, comme on dit, hein? Un beau petit pléonasme. Et on aimerait ça d'abord rencontrer la petite Isabelle. Elle était comment, cette petite Isabelle Ducharme? Isabelle Ducharme, petite, était tellement différente d'Isabelle Ducharme aujourd'hui. Ma mère dit tout le temps de moi que j'étais sage comme une image. Ce que je me souviens le plus de, si on parle de quand j'étais au primaire principalement, là, ou avant, j'étais une observatrice de la vie. J'étais une personne qui parlait peu et qui observait et se faisait beaucoup d'histoires sur son entourage, j'arrivais dans un endroit, je prenais ma place dans un coin, j'étais pas très dérangeante, mais ce que je me souviens le plus, c'est que j'ai été aimée fois 1000. Vous dites que vous faisiez des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours eu une imagination très fertile et donc je vivais pas juste le moment présent, mais je me projetais parfois dans le futur. Quelqu'un a dit quelque chose, a parlé d'un événement, je me voyais déjà dans cet événement-là dans le futur. Je fais encore ce genre d'activité-là parfois. Simplement être dans un centre d'achat, voir quelqu'un qui passe, qui parle avec quelqu'un, entendre un petit bout de phrase, puis extrapoler sur qu'est-ce que cette phrase-là voulait dire. Fait que donc, parfois, c'était dans des scénarios complètement d'un milieu que je ne connaissais pas, de personnes que je connaissais pas. Puis des fois, c'est de me projeter dans comment ça va se passer quand on va faire une célébration pour l'anniversaire de mon frère ou comment ça va se passer quand on va aller faire un voyage de camping à l'île du Prince-Édouard. Donc, j'ai toujours eu cette imagination-là qui était là. Qu'est-ce qui vous alimentait dans cette imagination-là? Est-ce que c'était de la lecture? Est-ce que vous dévoriez la télé? Vous aimiez le cinéma? Vous étiez quand même jeune à cette époque-là. Ouais, c'est ça, vraiment jeune, ça venait de l'intérieur. Je sais pas d'où ça venait, parce que je me souviens pas d'avoir eu dans mon entourage des gens qui alimentaient ça. C'est comme si ça venait vraiment de mon intérieur. Est-ce que c'est parce que déjà jeune, j'étais fascinée par Sesame Street, qui était
qui nous lançait beaucoup dans l'imagination, qui nous stimulait beaucoup à nous voir ailleurs, à imaginer des choses. Maintenant que j'y pense, j'écoutais du monde comme Franfreluche, Picotine. Mais tu sais, Franfreluche, entre autres, et Picotine, c'est deux aussi qui nous amenaient à rêver à un monde imaginaire, à rêver à autre chose que ce qu'on vivait dans le quotidien. Fait que je pense que c'est peut-être ça aussi qui a stimulé un peu ce côté-là de moi. Vous avez dit que vous étiez bien entourée. Est-ce que vous étiez une jeune fille seule? Est-ce que vous avez des frères, sœurs dans votre famille? Ou... En fait, j'ai été seule avec ma mère pendant un certain temps, mais rapidement, on a vécu chez mes grands-parents jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Et chez mes grands-parents, il y avait aussi le frère et la sœur plus jeunes de ma mère. Puis comme ma mère était monoparentale, je suis devenue un peu l'enfant de tout le monde. Ma mère a donc 3 sœurs, un frère. Entre vivre chez mes grands-parents et avoir des oncles et tantes qui veulent un peu compenser pour le père qui est absent, j'ai toujours senti cet amour-là, cette espèce de... Il y a toujours quelqu'un pour toi, pour te rattraper si jamais il y a quelque chose qui va pas. Puis ça se poursuit encore aujourd'hui. Là. J'en parle encore aujourd'hui, comment je sens... À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai l'impression que j'ai une centaine de personnes, un peuple, un village derrière moi qui dit « Vas-y, fonce, on est avec toi. » Puis si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, on va être là pour te rattraper. Et ça, je le sens depuis toujours. Donc, vous étiez bien dans ce milieu-là, puis c'est ce que vous avez continué à rechercher depuis pour aller toujours de l'avant. On va voir que vous allez beaucoup de l'avant, justement, c'est le cas de le dire. On va aller voir du côté du secondaire, parce que vous venez de nous dire que vous étiez quand même assez timide. Mais pourtant, au secondaire, vous avez fait du sport, puis vous avez fait du théâtre aussi. Oui, j'ai fait beaucoup d'activités. On dirait qu'arrivé au secondaire, je ne sais pas si c'est à la fois le déménagement sur la Rive-Sud où je me sentais un peu dépaysée. J'ai grandi à Montréal, dans 3 quartiers différents, mais toujours à Montréal, donc dans l'action. Et là, on est déménagé sur la Rive-Sud à Châteauguay pour toute la période du secondaire. Et on dirait que je cherchais mes repères. Je me reconnaissais pas dans les personnes de mon âge, je me reconnaissais pas non plus dans l'environnement. Et on dirait que par justement le judo, par le théâtre, je me suis découvert des passions, je me suis trouvé des occupations qui me faisaient oublier que j'étais loin de Montréal. C'était pas si loin que ça, mais quand t'es jeune puis que tu prends pas la voiture pour aller à Montréal quand tu veux, ben ça me semblait très loin. Donc, j'ai beaucoup été chercher. Ça a été ma façon de m'accomplir, ma façon de trouver ma place, parce que dès que j'ai commencé, j'ai été bonne, entre guillemets. Donc, j'ai eu beaucoup de support, beaucoup de... De reconnaissance. Oui, effectivement. Et c'est aussi là que j'ai développé j'ai découvert ma passion pour les communications, parce qu'avant ça, comme je vous disais, j'étais très taciturne, très dans mes petites choses, dans ma petite routine, dans mon observation. Puis c'est au secondaire que j'ai développé mon goût que je me suis rendu compte à quel point les communications, entre autres par le théâtre, par l'improvisation, ça m'a donné vraiment je suis devenue une nouvelle personne, je dirais. C'est là où j'ai développé la personne que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Et les voyages, c'est venu un peu plus tard? En fait, c'est à travers les années parce que jeune, déjà, on faisait du camping régulièrement dans différentes régions du Québec. Ça a commencé même quand j'étais au primaire. Ensuite, au secondaire, j'ai fait des échanges. J'étais allée, quand j'étais en secondaire 2 ou 3, j'ai fait un échange. Je suis partie un été pendant 1 mois vivre dans une famille en Colombie-Britannique
Et il y avait donc une jeune fille de mon âge dans cette famille-là. Elle est venue au Québec pour apprendre l'anglais, pour apprendre le français, pardon. Moi, c'était pour apprendre l'anglais en allant vivre là-bas. Et donc, c'est là que j'ai découvert aussi que, oui, c'est le fun de voyager, mais c'est le fun aussi de le faire en solo, puis de le faire quand c'est toi qui décides. Parce que là, jusque-là, c'était des voyages décidés par la famille. Mais le plaisir de rencontrer des gens qui vivent autrement, qui parlent une autre langue, ça, je l'ai découvert rapidement là, avec les premiers, juste même en camping, là, l'espèce de... On n'est pas pareil quand on est en voyage puis quand on est chez soi. On a une espèce de laisser-aller. Tu sais, on est moins dans la routine, on est moins dans les obligations. Donc, j'ai senti rapidement que ça nous amenait, même en famille, une autre dynamique. On était la même famille qui se déplaçait, mais on n'avait pas les mêmes interactions en voyage qu'on avait à la maison. Puis on n'avait pas le même stress, inévitablement. Fait que ça, c'est arrivé assez rapidement, là. Alors, on va faire une courte pause et puis après ça, on continue sur votre parcours et aussi ce qui a un peu brisé, beaucoup brisé, c'est-à-dire ce qui est arrivé à 22 ans. Merci. Alors donc, vous êtes parti sac au dos en Colombie-Britannique. C'était avec le programme Katimavik, je crois. C'était très populaire à cette époque. En fait, le voyage en Colombie-Britannique, c'était avant Katimavik. Ah, OK. Katimavik, c'était la Californie, c'est ça? Non. Non, même pas. Et il y avait quand même pas mal de voyages, oui, même quand on était jeune. Je vous dirais que quand j'étais en adaptation, les gens me disaient « Mais t'as fait tout ça avant tes 22 ans? » Parce que Colombie-Britannique, c'était vraiment au niveau scolaire, tandis que pour Katimavik, c'était pour les jeunes de 17 à 21 ans. Donc, généralement, la plupart des gens le faisaient application en finissant le secondaire, en disant « Je vais le faire avant d'aller au cégep ». Certains le faisaient parce qu'ils étaient pas bien dans la vie, puis ils cherchaient un peu quoi faire, soit après les études ou du cégep. Donc, ce qui était intéressant, vraiment, c'était la variété de gens, parce que c'était des gens qui venaient de partout au Canada. On partait 9 mois dans 3 provinces différentes. Moi, je le faisais par plaisir. J'ai tellement appris sur l'interaction avec les autres, vivre en groupe. Donc, oui, il y avait le plaisir de voyager, encore une fois, mais il y avait le plaisir d'apprendre plein de choses sur les interactions sociales, mais aussi dans chaque province qu'on a fait, on habitait donc 12 jeunes ensemble de 17 à 21 ans. Ça voulait dire beaucoup d'adaptation, de façon d'agir, mais aussi apprendre plein de choses parce que on avait non seulement un travail quotidien de bénévolat, mais on avait aussi des invités qui venaient nous apprendre, par exemple, des choses comme tricoter, comment faire un massage, plein de sphères de vie et qui nous a donné plein d'outils pour la vie par la suite. Oui. Et ce programme-là nous donnait un 1 000 $ à la fin. Donc, si on faisait les 9 mois de bénévolat, on avait un 1 000 $ à la fin. Et c'est là que j'ai pris le 1 000 $ et je suis partie en Californie, sac à dos. Vous êtes allé en Californie et par la suite, vous vous êtes engagé dans l'armée. Vous avez été attiré par un programme de mécanicienne de moteur d'avion au Manitoba. C'est quand même pas simple. Non, en fait, quand je suis revenue de la Californie, fallait que je décide qu'est-ce que je faisais de ma vie. Et en me promenant sur Sainte-Catherine, j'ai vu le centre où on faisait on cherchait des nouveaux employés pour les Forces armées canadiennes. Donc, je suis rentrée, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez comme programme? Qu'est-ce que ça implique? Et à ce moment-là, il y avait un programme d'1 an. Donc, c'est pour ça que ça m'a attirée, parce que ça décalait mes études seulement d'1 an. J'ai dit, ben là,
je suis bilingue, je suis habituée de voyager. Fait que ça les a encore plus intéressés, ma candidature. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins de femmes aussi, donc d'avoir une femme, c'était aussi intéressant. Et finalement, je leur ai dit, je sais pas trop, j'attends ma réponse pour le cégep. Fait qu'est-ce que vous avez comme programme qui peut se faire, que je peux partir rapidement? Fait que je pourrais changer d'idée rapidement. Et c'est comme ça que je me suis embarquée dans le programme, là, parce que c'était 1 an et il y avait un départ là, dans les semaines qui suivaient, là. Ça a été un traumatisme pour ma famille quand je l'ai annoncé, mais moi, j'étais bien décidée. Fait qu'il y avait rien pour m'arrêter. Ça devait pas être facile quand même. L'armée pour une femme, ça l'est pas aujourd'hui, puis ça, c'est quand même il y a quelques années. Alors, ça devait pas être évident. Fallait être un peu féministe, non? Je sais pas si j'étais féministe ou si je le suis, mais j'avais définitivement la détermination de croire que il n'y a pas un métier, il y a rien qui est plus masculin ou féminin. Pourquoi une femme ne pourrait pas être mécanicienne? Pourquoi un homme ne pourrait pas... puis j'ai pas de... Je cherche une job typiquement féminine, mais pour moi, tu sais, c'est l'intention et la capacité de le faire et la volonté d'apprendre à le faire. Il ne devrait pas être attaché à le fait qu'on soit un homme ou une femme. Je vous cacherai pas que plus jeune, on m'a déjà dit que en tant que femme, je devrais pas toucher à la construction ou à la mécanique. Fait que ça a peut-être été aussi un petit déclencheur. Oui, ça vous motivait finalement à le faire parce qu'on vous disait que vous ne deviez pas le faire. J'ai toujours été une fille à défi. Donc, puis pour moi, c'était clair que, tu sais, 1 an, c'est quoi dans une vie? Ouais. Puis c'était vraiment de me prouver à moi que j'étais capable de passer à travers l'entraînement de base. C'était vraiment ça. C'était pas le métier comme la capacité de passer à travers l'entraînement de base, qui est finalement comme on voit dans les films. Dans les films, là. On nous crie après, faut se rouler à terre, faut passer en dessous puis monter par-dessus des obstacles, tout en faisant les fameuses pratiques de drill pour être tous synchronisés, etc. Donc, c'est vraiment un monde complètement inconnu pour moi, à part les films. Et que j'ai appris à découvrir. Et oui, j'ai appelé ma mère 1 ou 2 fois en pleurant, en disant « Ça n'a pas d'allure. » Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, ma mère, elle disait « Mais oui, mais viens-t'en. » Puis là, j'étais « Non, je dois terminer ce que j'ai commencé. » C'est bien, c'est bien. Alors, on va poursuivre avec Yvan qui va vous demander sûrement de raconter votre accident. Oui. Ensuite, Et pour la réadaptation et avec un invité. Oui, c'est ça. Merci. Donc, on a M. Hérol Payet qui est au bout du fil avec nous pour ce segment-là. M. Payet est conseiller père bénévole à Mémo Québec. Puis, vous avez eu une relation très importante avec lui. Bonjour, M. Payet. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Hérol. Donc, à un moment donné, Isabelle, on est au Manitoba, vous conduisez une voiture et là, il arrive quelque chose. Oui, en fait, cette journée-là, je revenais de mon entrevue avec la GRC qui me disait que j'étais acceptée et je commençais en janvier, donc j'allais retourner à la base pour annoncer à tout le monde que je quittais les forces armées. Oh. Et j'ai évité tout simplement quelqu'un qui a mis les freins sur l'autoroute. J'ai perdu le contrôle en prenant la gravelle. J'ai fait plusieurs tonneaux, rentré dans un poteau de téléphone. Cette partie-là m'a été racontée parce que je crois que je me suis fracassé la tête tout de suite sur le volant. Donc, j'ai pas souvenir, heureusement, des ambulanciers, etc. J'ai juste un souvenir de m'être réveillée tranquillement 10 jours plus tard aux soins intensifs, en entendant mon père, ma mère et ma belle-mère parler tranquillement parce que j'avais les yeux fermés et j'étais très bien sous somnifères et autres substances pour passer à travers toute cette douleur-là. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font dans ma chambre, etc. Et bon, tranquillement, j'ai pu me réveiller. Au début, je ne pouvais pas parler parce que j'étais intubée. Fait que ça a été un réveil
graduel, mais brutal quand on se rend compte de ce qui se passe. C'est ça, on réalise qu'il y a des choses qui fonctionnaient auparavant puis qui fonctionnent moins bien, etc. Hein? Ben, il faut dire que, tu sais, quand on se réveille, dans mon cas, quand je me suis réveillée, j'avais aucun mouvement dans aucune partie de mon corps. La seule partie qui aurait pu bouger, c'est ma tête, mais elle était tenue par un halo. Donc, 4 vis dans la tête qui sont tenues sur un corset qui maintient la tête en place pour s'assurer que la blessure peut se régler par elle-même. Donc, c'est une blessure de la moelle épinière au niveau cervical. À l'époque, au Manitoba, c'est ce qu'on faisait. Ici, au Québec, on faisait plus une opération. La plupart ont eu des trachéos. Moi, j'en ai pas eu pour les gens de l'époque. Et donc, voilà. Après avoir une courte période où vous réalisez qu'est-ce qui vous arrive, on vous dit de quelle façon on va prendre soin de vous, vous en venez plus relativement autonome dans les circonstances et vous repartez vers le Québec. En fait, je suis revenue au Québec pour faire ma réadaptation. Quand je suis partie du Manitoba, j'étais encore une personne qui ne pouvait pas bouger aucun de ses membres, même qu'au Manitoba, on m'avait dit vous ne pourrez jamais manger seul, vous ne pourrez jamais vivre seul, etc. Donc, ils m'ont donné des très bons services, mais quand je suis arrivée à l'Institut, ils étaient surpris de me voir parce qu'ils étaient habitués de voir des gens qui avaient déjà fait plus longtemps d'hospitalisation que moi. Donc, ça a été une grande adaptation pour eux et pour moi. Là, ça a été un choc, mais heureusement, dans tout ça, est arrivé un jour dans ma vie, Erol, qui est rentré dans ma chambre et que je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours, de la première rencontre et des rencontres suivantes. Alors, M. Payé, racontez-nous cette première rencontre. Mais effectivement, moi, comme mon travail, c'était comme père, je rencontrais des personnes qui vivent ce que j'avais vécu. Moi, ça faisait peut-être une dizaine d'années. Et j'avais rencontré quand même pas mal de gens là au cours des 10 années presque que je travaillais comme père bénévole. Donc, je rentre dans sa chambre, puis c'est une jeune fille. Puis c'est une jeune fille qui, je trouvais très, très curieuse. Elle posait beaucoup de questions. Ah, elle n'a pas beaucoup changé de ce côté-là, je pense. Non, c'était intéressant parce que on pouvait interagir, je pouvais lui proposer plein de choses. Oui, il y a des possibilités. Oui, Isabelle, il y aura ça. Mais Isabelle, je savais qu'elle était lourdement handicapée par son niveau de lésion, qu'elle serait limitée. Puis on ne disait pas trop fort dans le temps, mais c'était pour le reste de ses jours. Ça, il fallait l'aborder lentement pour que ça s'assimile à cette situation-là. Hein. C'est vraiment graduel l'adaptation qu'on doit faire. Mais ce que je me souviens, c'est que c'était une fille qui posait des questions, puis qui avait les yeux bien clairs, bien grands ouverts, et c'est assez particulier en plus parce que ma conjointe est physiothérapeute et ma conjointe a été la physiothérapeute d'Isabelle pendant un moment. Ah. Donc, on pouvait s'en parler le soir, puis on disait, mais cette petite fille-là, même si elle a un handicap quand même assez lourd, on avait espoir qu'elle fasse son chemin. Puis on ne s'est pas trompé. Cette relation-là avec M. Payé, est-ce que ça dure encore ou ça a pris sûrement une autre forme avec le temps? Bien, avec le temps, inévitablement, Erol est une personne aussi occupée que moi. Là, quand même. Oui, fait que chacun de notre côté, on est très occupés, mais heureusement, les réseaux sociaux sont là, donc on est capable de suivre un peu ce que l'un et l'autre fait. Je lui disais justement, là, il vient de déménager, puis je lui disais justement que je voulais aller le voir dans ses nouvelles installations là, dans les prochaines semaines. Parce que pour moi, c'est un phare autant au moment de la réadaptation que de voir ce qu'il a continué à faire après aussi, qui demeure une personne qui, un peu comme finalement, on est très similaires sur plein de points.
Sauf que lui, il s'est marié, puis il a fondé une famille, mais sinon, c'est une personne qui est inspirante pour moi, mais aussi pour plein d'autres personnes aussi. Quand on dit le nom Erol, pour les gens qui le connaissent, c'est vraiment un phare. Monsieur Payet, si vous nous résumiez en quelques mots le rôle justement de conseiller père bénévole à Moelle-Épinière et Mobilité Québec. Oui, effectivement, comme travail qu'on fait, c'est d'aller se présenter un peu notre cheminement, qu'est-ce que nous aussi nous est arrivé. Puis là, rapidement, la personne constate qu'on a passé pas mal par les mêmes épreuves. Puis tout de suite, mais ça donne un peu d'espoir à la personne, disant que tabarouette, il bouge, il se déplace bien, il parle qu'il y a plein de projets, puis qu'il est actif, qu'il fait du sport, il a voyagé déjà. Donc, ça donne espoir à la personne. Puis la personne, il y a toutes sortes de personnes. Il y en a qui sont plus réticentes, il y en a qui veulent même pas nous rencontrer, mais la plupart écoutent ce qu'on a à leur présenter. Puis, dans le cas d'Isabelle, c'était le fun parce que tout de suite, il y a eu beaucoup d'interactions, elle posait beaucoup de questions. Puis, c'était plaisant de lui dire, non, Isabelle, oui, je te le dis, va là, puis tranquillement, tu vas augmenter ton autonomie, tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas te faire des contacts, puis tranquillement, puis c'est ce qui est arrivé, c'est le fun. Juste pour terminer allez-y. Qui ont cheminé comme Isabelle, là, j'en ai peut-être sur les doigts d'une main ou deux que je me souviens, là, des personnes avec qui j'ai eu des relations d'aide, là, puis qui ont cheminé là, de façon là, très, très contributrice à la communauté, là, je dirais. Je vais vous donner à Isabelle un défi important. En 30 secondes, est-ce que vous êtes devenu père, vous aussi, ou pas? Non. On me l'a souvent demandé, mais c'est quelque chose que je voudrais faire éventuellement, mais je suis toujours trop impliquée dans toutes sortes de comités. OK, mais je pense que vous avez peut-être la base pour faire ça, me semble. Alors, on fait une petite pause. Merci, M. Payet, pour votre contribution. Et on parle de voyage, un sujet qui vous intéresse peu après. Vous écoutez Au-delà des limites avec Yvan Deslauriers et Francine Forget. Pendant qu'on a fait une petite pause, on discutait toujours de votre période de réadaptation, Mme Charme, et vous avez apporté un point que je trouve vraiment important par rapport à l'apport du père bénévole. C'est vraiment marquant quand on a cette ouverture-là de les écouter, les conseillers pères, parce que on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas et c'est des médecins, des psychologues, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes qui nous parlent, qui nous disent qu'on a une raison à faire, mais ils sont tous sur leurs deux pattes. Alors, quand on a un conseiller père qui est lui-même en fauteuil roulant, qui vit les mêmes situation, qui a passé par la même réadaptation qu'on a passé, c'est plus facile de les écouter, c'est plus facile de les croire quand ils nous disent que ça se fait une vie après. Parce que quand ton psychologue ou ton médecin qui dit tu peux vivre après, tu vas te trouver un appartement, tu as envie de le regarder et de dire t'es qui pour me dire ça? Alors que quand le conseiller père arrive, ben il a du vécu, le même. On n'était pas deux femmes, on était un homme, une femme. Il y avait une blonde, ça, mais il avait passé à travers cette même réadaptation-là. Fait que je le croyais plus quand il me parlait. Donc, est-ce que c'est à la base de cette relation-là que vous avez décidé d'avoir votre propre appartement? Oui et non. Là. Oui, lui m'a donné l'espoir de. Lui m'a donné l'idée que oui, c'était faisable. Et par la suite, bien sûr, là, les autres outils de réadaptation, avec le travail avec l'ergothérapeute qui te montre quelques techniques qui vont te permettre
d'être un peu plus autonome dans ton appartement. La personne qui vient de dire ben oui, tu vas pouvoir avoir des préposés à domicile. Oui, ça existe des logements accessibles, etc. Donc, c'est un ensemble, mais je vous dirais que le conseiller père est définitivement la bougie qui vient allumer. Là. Puis toujours avec votre, je vais l'appeler comme ça, votre clan autour de vous. Oui. Avec votre mère, entre autres. Oui. Et avec Francine, tantôt, on a parlé que déjà avant l'accident, vous étiez une grande voyageuse. Oui. Oui. Alors, à quel moment donné vous vous êtes sentie assez forte pour dire, OK, on reprend ça, le voyage? Le voyage? Oui. J'étais encore en réadaptation. Ah oui, à ce point-là? Oui. Moi, ça a été, je vous dirais, une des choses, outre le support que j'avais autour de moi, outre les gens en réadaptation, d'apprendre que je pouvais encore voyager malgré mes limitations a été aussi clé dans ma réadaptation. C'était quelque chose qui me disait, OK, je peux avoir encore une vie. Je ne serai pas juste assis dans mon salon à regarder la TV à journée longue. Fait que quand j'étais encore en réadaptation, une fois que je suis partie de l'Institut de réadaptation, mais je me suis en allée au centre de réadaptation Lucie-Bruno, oui. J'ai décidé de faire un voyage vers Disney, parce que je savais que c'était un des endroits qui était le plus facilement accessible. Et comme mon frère est 7 ans plus jeune que moi, à 15 ans, je lui ai enlevé une partie du temps précieux qu'un ado a besoin parfois avec sa mère parce qu'elle s'occupait beaucoup de moi. J'ai décidé de les remercier puis de les amener tous les deux avec ma préposée à Disney. Je vous dirais que ma mère a quasiment été plus enfant que nous. Elle a sauté au cou de Mickey Mouse quand elle l'a vu. Ah oui, à ce point-là. Oui, c'était vraiment particulier. Mais on a aussi découvert, donc, justement, la joie de voyager malgré les limitations et de pouvoir... Disney est fait pour pouvoir être accessible à tous. Donc, déjà, en 89-90, c'était déjà un lieu où on pouvait faire... Moi, j'ai pu faire... je pensais jamais pouvoir faire ça, là, pas les roller coasters, là, mais voyons, je cherche le mot. Les montagnes russes. Oui, l'équivalent, là. Tu sais, je me suis promenée dans le panier de E.T. J'ai été brassée dans le métro par King Kong parce que les activités qui étaient là étaient faites pour tous. Il y avait tout le temps des versions adaptées. Ce qui n'était pas nécessairement le cas dans d'autres endroits où vous êtes allé par la suite. Et là, vous avez décidé de voir qu'est-ce que vous pouviez faire pour améliorer cette situation-là. Là, c'est là que Kéroul rentre dans l'histoire. Oui, effectivement. Mais en fait, Kéroul, j'en ai entendu parler pendant ma réadaptation. C'est là où j'ai su qu'il y avait une possibilité de voyager. Mais Kéroul, naturellement, n'est pas un agent de voyage. Kéroul travaille sur le Québec. Donc, oui, ils m'ont donné la petite puce à l'oreille de ce qui pouvait se faire. Mais après, j'ai fait un peu plus mes démarches par moi-même. Mes études, cégep, université, bac, maîtrise, ont toutes été faites en fonction du fait que je voulais partir ma propre petite entreprise touristique. C'est l'auberge, ça, hein? Oui, je voulais une auberge avec un spa accessible parce qu'il n'en existe pas encore aujourd'hui au Québec. Donc, vous ne l'avez pas fait encore? Non, c'est toujours dans les plans. Mm-hmm. Mais encore une fois, une partie temps qui manque, puis une partie financement. Avez-vous mis un deadline, comme on dit en bon français? Est-ce qu'il y a une date butoir? Non, mais je commence à y penser que ça faudrait que je me penche là-dessus bientôt. Parce que maintenant, j'entends qu'il n'y a pas juste moi qui fais ces revendications-là. Mais en fait, moi, l'idée, là, c'est toujours la même. Hein? J'ai des idées, mais c'est pas obligé que ce soit moi qui la crée. Donc, moi, je serais prête à appuyer quelqu'un qui voudrait le faire sans que ça soit mon auberge. Oui. Mais d'aider quelqu'un à le développer, ça, moi, je suis toujours partante. J'ai jamais été quelqu'un qui a besoin de s'accomplir, à savoir que un projet X m'appartient de A à Z. Moi, si je peux contribuer à un projet, si je peux donner l'idée à quelqu'un qui va partir avec puis qui va le faire,
L'important, c'est que ça existe. Fait que, oui, c'est une passion, comme vous l'avez dit, le voyage que j'avais déjà et que je veux développer le plus possible maintenant pour tous. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée, éventuellement, de s'impliquer avec Kéroul. Parce qu'à la base, quand j'ai fait mes études, je me disais, si je pourrais aller travailler à quelque part, je veux aller travailler n'importe où, sauf Kéroul. Ah oui? Parce que, je vois vos grands yeux. Mon étonnement, oui, oui. Parce que Kéroul est déjà convaincu. Kéroul travaille déjà là-dessus. Oui, oui, oui. Moi, j'aurais voulu aller au ministère du Tourisme, j'aurais voulu aller dans une association touristique ou dans un endroit qui n'est pas déjà convaincu. Un endroit qui ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire, l'accessibilité. Des fois, il y a des bonnes volontés, mais c'est pas toujours bien fait parce que la compréhension des enjeux ou des bonnes façons de faire ne sont pas toujours là. Fait que je me disais, je vais m'infiltrer dans un endroit où on ne connaît pas encore ce que ça veut dire, l'accessibilité. Et dans le quotidien, ils vont voir déjà, je mets au défi quelqu'un qui décide d'aller dîner avec un coéquipier qui se déplace en fauteuil roulant. Mm-hmm. Il va rapidement se rendre compte qu'on ne peut pas aller dans n'importe quel restaurant C'est assez limité, comme hein. on ferait avec un autre employé, un autre collègue de travail. Fait que c'était un peu ça, mon idée. Malgré tout, vous vous êtes rendu à Kéroul, et pas nécessairement comme présidente du conseil d'administration dès le début. Hein. Au départ, Kéroul est venu me chercher alors que je faisais ma maîtrise en gestion planification du tourisme parce qu'il voulait partir un produit qui, à l'époque, s'appelait la route accessible, qui était l'idée de faire des itinéraires où, un peu comme la route des vins, mais là, ce serait la route de l'accessibilité. Donc, on ne se casse pas la tête, on va sur cette route-là et on sait que tous les endroits vont être accessibles. Et le projet était québécois, mais avec une volonté de devenir canadien. Donc, une route qui se continuerait jusque vers la Colombie-Britannique et jusque dans les maritimes. Donc, ça a été un beau projet parce que j'ai travaillé sur tous les aspects. Autant sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette route, donc des hébergements, des attraits, mais même le nom de tout ce qui était pour être le logo, les lugares, quel format était pour parce qu'on faisait un format imprimé, on faisait un format en ligne. Donc, j'ai touché à tous les aspects du développement de ce projet-là. Ça a été un pur plaisir, mais je me suis rapidement rendu compte que ma situation physique ne me permettait pas de faire ça plus longtemps. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai mené le projet à terme, mais quand le projet a été terminé, j'ai été obligée de dire je peux pas continuer ni avec ce projet-là, ni avec un autre projet, parce que ça me demande trop de savoir que je dois être là régulièrement. Donc, vous aviez atteint une limite à ce moment-là. Oui. Là. Mon corps me dit c'est assez, là. Donc, c'est à partir de là que j'ai décidé de vraiment de donner mon temps en tant que bénévole et donc d'avoir l'option, les moments où je ne me sens pas assez en forme, de dire, en ce moment, je ne suis pas disponible et d'être disponible quand je me sens assez en forme pour le faire. Tout à fait. Alors, de quelle réalisation dans cette période-là est-ce que vous êtes la plus fière? Est-ce que c'est la mise en place de ce programme-là? Oui, ça, c'est une grande fierté pour moi. J'étais tellement... j'ai trouvé cette collaboration-là qu'on a eue, Kéroul avec l'organisme qui nous a aidés dans toute la promotion, toute la conception, etc. Pour moi, ça mettait une boucle, en fait, sur mes études qui étaient directement rattachées à ce projet-là. Fait que je vous dirais que c'est un peu ça a été une période de grande fierté, non seulement à cause de ce projet-là que j'ai réussi à amener à terme, mais beaucoup aussi ma maîtrise que j'ai réussi à terminer, malgré tout ce que ça m'a demandé d'énergie, d'adaptation, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas beaucoup là, qui avaient passé à travers les cégeps ou les universités qui avaient mes limitations. Fait que même au Collège La Salle, j'étais la première étudiante pour eux qui se déplaçait en fauteuil roulant, mais qui avait des limitations physiques comme moi,
Fait qu'il a fallu qu'on découvre des nouvelles façons de faire des examens. On a passé par faire l'examen face à face avec le professeur, mais c'est un peu intimidant. Ensuite, on l'a fait en enregistrant sur des cassettes, mais là, quand tu t'es rendu à la question 5, puis tu te rends compte que tu vas ajouter quelque chose à la question 2, ça devient complexe. Fait qu'on a fini par trouver la façon de s'adapter en le faisant, en ayant un 30% de plus de temps que les autres pour le faire, puis ça a vraiment été aidant. Donc, vous avez fait avancer l'idée de on doit s'adapter aux situations qui sont déposées devant nous, là. Oui. J'ai lu aussi que vous aviez été impliqué dans le Sommet mondial des destinations pour tous. Ça, je vous dirais que c'est une autre fierté. C'est un projet de M. Leclerc, le fondateur de Kéroul, d'avoir ce sommet-là. Donc, on a fait ça en 2014. Ça m'a amené à aller à l'ONU et à parler à l'ONU. C'était assez impressionnant, merci. Vous avez parlé à l'ONU, vous? Oui. Et donc, c'était dans le cadre des journées, des rencontres internationales sur tout sujet rattaché aux personnes handicapées. Donc, on a eu la possibilité de faire un atelier en parallèle où les gens étaient invités à venir voir qu'est-ce qu'on voulait faire avec le sommet de 2014. Et par la même occasion, on a demandé le droit de parole. Fait que j'ai eu le droit de poser une question à l'ONU. Stevie Wonder était là cette journée-là parce qu'il est porte-parole. Donc, ça a été vraiment des journées assez incroyables. Et donc, oui, c'est un beau plus, je dirais, à ce sommet-là qui a eu lieu à Montréal en 2014. Ça a été tellement un beau succès parce qu'on parlait... On était présent dans plusieurs conférences à l'international et on se rendait compte qu'on parlait, mais c'était jamais des actions. Alors, le sommet a été une volonté de tourner ces rencontres-là en action. Donc, on a fait signer une déclaration aux gens qui étaient présents. Il y avait autant des organismes que des représentants gouvernementaux ou des représentants des individus, donc, qui étaient présents à ce sommet-là pour discuter de l'accessibilité touristique dans son volet transport, dans son volet hébergement et dans son volet activité. Et donc, on a réussi quand même à réunir près de 300 personnes, donc sur 2 jours. Et ce qui a été super intéressant aussi, c'est que ça a créé une 2e édition. Les gens ont vraiment aimé l'aspect mise en action, l'aspect on ne fait pas juste se rencontrer, mais on veut faire quelque chose de concret de cette rencontre-là. Donc, on a les gens de la Belgique, du CAWAB, qui nous ont, après discussion avec eux, qui ont pris le relais pour 2018. Et là, on est en discussion pour une prochaine édition. Vous aurez compris qu'il y en avait une qui était prévue en 2020. Tant qu'on pense un petit peu 2020. Ça vous dit quelque chose? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? On voit donc que vos passions deviennent des implications, des engagements. Et là, Francine va nous amener dans cette section où on a voulu parler de vos engagements. Pouvez-vous croire que c'est la dernière section? Eh mon Dieu! On est rendu au dernier segment déjà, Isabelle, c'est incroyable. Mais ça nous prendrait une autre heure. Ah, on va y penser. L'engagement social. Bon, déjà, vous l'avez abordé beaucoup avec Yvan. Est-ce qu'il y a un fil conducteur pour vous? Parce qu'il y a tellement de choses dans votre CV, là, que des comités consultatifs à Via Rail, il y a aussi Aéroport de Montréal, vous avez vous-même fait de la communication, entre autres, sur Ami Télé. Écoutez, là, on a parlé de Kéroul, ça serait beaucoup trop long, puis il nous reste pas beaucoup de temps. Alors, c'est quoi le fil conducteur dans tout ça, dans tout cet engagement-là? En fait, souvent, quand les gens me demandent, mais Isabelle, pourquoi tu fais autant de choses ou pourquoi tu t'impliques autant, moi, j'ai besoin de sentir que j'ai une raison d'être, j'ai une raison d'exister. Une partie est venue, encore une fois, pendant ma réadaptation,
quand on se dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant que je suis dans cette situation-là, maintenant que je peux pas bouger comme je bougeais avant. Puis, une des choses qui m'est venue, c'est peut-être que ça m'est arrivé parce que j'ai une voix, parce que j'ai une facilité de communication. C'est comme si c'est devenu une responsabilité pour moi. Puis, il n'y a personne qui me l'a imposé, cette responsabilité. Ça vous pèse pas, là, cette non, responsabilité-là? Moi, je sens ce besoin-là et cette responsabilité-là d'aider à faire avancer les choses, d'aider à... tu sais, quand je m'implique en tourisme, là, c'est pour aider à ce que les choses deviennent plus accessibles. C'est bon, c'est pour moi, mais c'est beaucoup pour les autres aussi. Ma première implication, après, alors que j'avais fini ma réadaptation, ma première implication a été pour la fondation, défunte fondation, pour la recherche sur la moelle épinière. Et les gens me disaient, ouais, mais tu sais, qu'est-ce que ça va te donner s'ils trouvent une solution pour greffer de la moelle épinière ou réparer la moelle épinière? Oui, mais je le fais pas pour moi. Je le fais pour que si quelqu'un a un accident dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, bien peut-être que lui, il restera pas tétraplégique. Peut-être qu'ils vont avoir trouvé une solution, puis lui, il va recommencer à marcher comme il marchait avant. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu mon fil conducteur, c'est de sentir que ce dans quoi je m'implique va avoir un impact sur les gens, que ce soit dans leur vie privée, dans leur vie publique, dans leur possibilité d'avoir une vie pleine. André Leclerc le disait à l'époque, je le crois profondément, il n'y a pas une vie qui peut être pleine si on n'a pas accès à des loisirs ou du tourisme ou de la culture. Il faut qu'on sorte juste de la douleur du quotidien. Il faut qu'on ait la possibilité d'avoir du plaisir dans la vie. Puis c'est certainement pas dans le quotidien qu'on va s'accomplir complètement là-dedans. Est-ce que c'est pour ça que vous avez dans votre signature gastronomie, tourisme et culture? Oui, absolument. Absolument. Ça fait partie de... On en a parlé beaucoup, là, de ma passion pour le tourisme, mais moi, il n'y a pas de sortie. Encore la semaine dernière, je suis allée voir le spectacle. Je suis allée voir un spectacle. Fallait que j'aille manger avant. Fallait que je trouve est-ce qu'il y avait des nouveaux restaurants autour de la salle de spectacle. Mm-hmm. Bon, en hiver, c'est un peu moins évident. Je cherche un peu moins. Je vais plus dans les lieux sûrs. Bien sûr. Mais en été, je vais plus aller explorer un peu, soit moi-même avant les jours de spectacle ou demander à des gens, t'es-tu allé dans un restaurant dans ce coin-là, puis est-ce qu'il était accessible, bien sûr. Donc, j'ai besoin de sentir que j'aide les gens. Ça a été beaucoup ça aussi. J'ai animé des ateliers d'autogestion pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Parce que souvent, les gens qui ont des maladies chroniques se retrouvent en isolement parce que souvent, c'est des choses qui sont moins... c'est pas comme un fauteuil roulant. On le voit tout de suite que la personne a des limitations. Mais quand tu fais de la fibromyalgie... Fibromyalgie, oui. Merci. Quand tu as une sclérose en plaques, c'est pas toujours évident à l'œil. Et quand tu es ralenti, ben ton entourage ne comprend pas. Pourquoi tu te grouilles pas? Pourquoi tu sors pas de ton lit? Pourquoi? Alors, ils ont besoin d'outils. Et moi, j'étais tellement contente. Souvent, à la fin des 6 séances, on nous disait « Vous avez changé ma vie. Je réalise maintenant que j'ai ma vie entre les mains. Et vous m'avez donné des outils. J'arrête de penser que c'est les autres qui doivent être là pour moi, mais j'ai plus... je comprends plus que... C'est juste... des fois, juste de se dire, faut s'habiller à tous les jours. Parce que oui, une journée pyjama, une fois de temps en temps, c'est correct. Mais si on passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à juste traîner dans la maison, à pas s'habiller, bien, on devient de plus en plus engouffré, c'est de plus en plus difficile de bouger. Juste l'idée de mettre... si t'es pas capable d'aller dehors, mets-toi au moins... installe ta chaise à côté d'une fenêtre. Mm. Tu vas au moins avoir une vision sur l'extérieur. Tu vas au moins avoir peut-être des rayons de soleil qui vont plomber sur toi à un moment donné. Fait que c'était des petits trucs comme ça, mais qui faisaient que les gens, tout d'un coup,
On les voyait arriver aigris, puis ressortir de la séance avec un petit peu plus d'étincelles dans l'œil. Fait que moi, je carbure à ça. De savoir, quand je donne des conférences voyage, puis que les gens arrivent à la fin, « Ah, avant de venir, j'étais pas sûre si je venais. » Puis là, je vous écoute, puis je me dis, « Ah oui, je vais me planifier un voyage. C'est peut-être pas pour la semaine prochaine, ça va peut-être être juste pour l'année prochaine, mais ça m'a vraiment redonné espoir. » Toutes ces petites choses-là, là, c'est ça qui fait que je continue à m'impliquer bénévolement dans différents projets, puis dans différents comités qui vont permettre à des gens d'avoir une vie plus active ou en tout cas plus heureuse. J'aimerais ça vous lire quelques mots que quelqu'un que vous connaissez bien, Laurence Parent, qui est conseillère d'arrondissement dans le plateau Montréal, a écrit. Et j'aimerais ça que vous nous disiez, en fait, j'aimerais connaître votre réaction parce que d'une certaine façon, elle évalue le niveau d'accessibilité en matière de transport, puisque, évidemment, elle est présidente de la Commission sur le transport et les travaux publics à Montréal. J'aimerais ça voir si vous partagez son point de vue. Avec plaisir. Bon, évidemment, elle dit qu'elle se distingue pour son accessibilité parmi d'autres grandes métropoles. Elle dit, j'aimerais dire ça, mais c'est pas le cas. Bon. Elle dit qu'en 2008, il n'y avait aucune station de métro qui était accessible par ascenseur, puis maintenant, il y en a 26. Alors, quantitativement, c'est quand même intéressant. Ça, c'est mon mot à moi. Les stations accessibles, cependant, représentent juste 38% du réseau. Alors, elle dit que ça demeure insuffisant pour répondre aux besoins. Et évidemment, il y a aussi tous les obstacles à l'entrée qui ne sont pas rares. Et on dit qu'à Montréal, il y a une recherche, en fait, qui a été menée par l'OPHQ. À Montréal, à Québec et au Saguenay, puis on constate que seulement 28% des petits bâtiments qui sont ouverts au public, en principe à tout le monde, avaient une entrée répondant aux exigences minimales. Quand je vous lis ça, là, sentez-vous que c'est décourageant ou en quelque part, il y a des pas qui ont été faits? Est-ce que la Isabelle demeure aussi optimiste? Ben moi, je vous ai suggéré de contacter Laurence parce qu'elle est comme moi très, très active, très impliquée. Elle est comme moi aussi très lucide sur le fait que le Québec a encore beaucoup à faire. Je vous avoue que des fois, je vais ailleurs puis je me sens plus chez moi ou mieux reçue qu'au Québec. Par contre, effectivement, il y a des grands efforts, il y a beaucoup de travail, dont ce que la Ville de Montréal veut faire de devenir une ville plus universellement accessible. Mais effectivement, malgré tout le travail de qui roule depuis plus de 40 ans, on est encore à moins de 20% des hébergements qu'on peut dire complètement accessibles. Des activités, c'est un peu mieux. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais grâce à des personnes comme Laurence, comme moi et bien d'autres, les choses évoluent, heureusement. Trop lentement, mais les choses évoluent. Avez-vous déjà pensé faire de la politique? Je pense que j'aurais trop de difficultés avec l'opposition. La ligne de parti. Oui, c'est ça, l'opposition qui vient toujours te mettre des bâtons dans les roues, sans mauvais jeu de mots. Donc, oui, j'y ai pensé. Plusieurs personnes me l'ont demandé, mais je pense que j'aurais de la difficulté à accepter toutes ces règles-là. Est-ce qu'on est déjà rendu à conclure? Non! Oh, oui! Oh, Isabelle, c'est moi la méchante, là, encore une fois. Écoutez, on est vraiment sous le charme. On aurait continué. C'est parce que c'est son nom. Oui, je le sais, mais quand même, elle le porte bien. Tout à fait. Elle le porte très bien. Tout à fait. Au début de l'entretien, je vous ai présenté Isabelle comme une fille de défi, puis je pense que vous nous l'avez bien prouvé. C'était d'ailleurs une expression que vous aviez utilisée avec Yvan pendant l'entrevue préparatoire à cette émission. Et vous avez dit aussi à Yvan qu'avant l'accident et après l'accident, vous étiez... le défi était toujours présent dans votre vie. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été clairement illustré. Votre vie personnelle, vos loisirs, votre engagement social, c'est vraiment une preuve éloquente que vous avez, je dirais, toutes les capacités pour être une femme de défi. Et aussi, ce qui m'a frappée, c'est l'importance que vous accordez
à être heureuse et à rendre les autres heureux. Et tantôt, quand vous avez parlé de « j'aurais aimé ça travailler au ministère », j'ai pensé à un seul mot, contamination. Et vous êtes une bonne contamineuse. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais je l'invente. Je vous le dédie. Je vous dis que vous êtes une contamineuse et continuez de contaminer. Merci d'avoir parlé de votre parcours avec nous aujourd'hui et bonne chance pour la suite. Merci pour l'invitation. Alors, évidemment, je remercie Isabelle. Je remercie également Hérol Payet, qui est conseiller père bénévole à Mémo Québec. De même que Laurence Parent, qui a été un petit peu avec nous aujourd'hui, conseillère municipale à Montréal dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, qui est présidente de la Commission sur le transport et les travaux publics, ainsi que vice-présidente de la Société de transport de Montréal. Cette émission, Au-delà des limites, est réalisée par Mathieu Tessier. Recherche et animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. C'est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.